J'arrive pas à savoir si les gens sont rentrés dans la salle, oui? Oui, c'est commencé. Ah, ok, pardon, parce que je vois pas les... je vois On les voit. personne. On voit 41 participants. Ok. Bah, bonjour à tous. Je suis désolée, moi je vous vois pas, donc j'espère que vous nous voyez correctement. On va attendre encore quelques petites minutes, enfin une petite minute là que tout le monde se connecte, parce on avait quand même plus de 70 inscrits, donc on essaie que la majorité des gens soient arrivés. Encore une petite minute, et puis après on va commencer. Ok, bon, on va laisser les derniers inscrits se connecter, puis bon, on va commencer pour vous laisser le plus de temps ensuite pour les questions. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, donc, je suis Aude Apramian, je suis la directrice du bureau de Québec de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Donc, j'ai vraiment le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour notre tout premier webinaire du bureau de Québec. C'est vraiment la première fois qu'on organise cette activité et encore plus pour Mobilisation Franco. Donc, vraiment, merci à vous d'avoir répondu présent pour cet exercice aujourd'hui, puis c'est plutôt elle qui va faire tout le travail. Je suis accompagnée de Lynn Rainville, qui est notre coordinatrice développement et partenariat au Bureau de Québec de la FCFA et la grande maîtresse de mobilisation franco depuis 3 ans. Je serai aussi accompagnée au niveau de la FCFA de Emmanuel Morin, qui est à la technique aujourd'hui. Merci Emmanuel de nous soutenir avec Zoom. Et aujourd'hui, on aura même la chance d'accueillir deux anciens participants de Mobilisation Franco pour parler de leur expérience. Donc, on aura Jean-Benoît Dumais, qui est le directeur général des librairies indépendantes du Québec, et Alexandre Chartier, de la Société historique francophone de la Saskatchewan. Donc, vous êtes bien accompagnés. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent, de vous présenter ou représenter ce qu'est Mobilisation Franco, qu'est-ce qui se passe pendant l'activité et comment participer. Donc, ça va être un petit peu, et le pourquoi surtout, pourquoi il faut aller à Mobilisation Franco. Donc, je vais laisser la parole à Lynn pour cette présentation, puis après, on prendra vos questions par la suite. Bonne Ben, session. bon. Merci Aude. Bonjour tout le monde. Bonjour à nos co-présentateurs et notre technicienne. Merci vraiment beaucoup d'être là. Ça nous fait plaisir de pouvoir vous parler d'un événement qui est très cher à mon cœur. Et là, je vais vous faire une petite présentation assez courte. Je vais passer la parole à Jean-Benoît et Alexandre, puis on prendra les questions à la fin, soit en clavardage ou en levant la main. Alors, sur ce, je vais partager mon écran. Bon. Oups, attends un petit peu, je vais le mettre en plein écran. Alors voilà. Qu'est-ce que Mobilisation Franco? On ne voit Alors, pas ton écran, Aline. hein, on la voit pas? Non, Ben, pourtant, je le partage en ce moment. c'est Non, je bien. pense que là, ça Oui, ça fonctionne. vient. C'est notre premier, hein, alors pardonnez-moi. Alors là, Mobilisation Franco, c'est le, avec un grand LE, Rendez-vous des organisations francophones du Québec et des autres provinces et territoires. En fait, c'est né de la volonté suite aux participants du sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes qui a eu lieu en 2021 en virtuel, qui a rassemblé 1 millier de personnes du Québec et des autres provinces et territoires, du fait qu'on aurait besoin de pas attendre un autre 15 ou 20 ans pour se rencontrer, mais de créer une occasion de rencontre récurrente annuelle, de plus petite ampleur, mais qui vous permettent de rassembler des gens qui viennent se rencontrer en personne. L'événement est maintenant un engagement du gouvernement du Québec qui est inclus dans la politique du Québec en matière de francophonie canadienne. Et nous avons eu jusqu'à présent 3 éditions, 2022, 2023, 2024, et 2025 aura lieu en
Montréal en mai prochain. Et je vous entends, les gens de l'extérieur du Québec, vous dites pourquoi toujours au Québec? Ben, c'est parce qu'on avait vraiment besoin de faire connaître l'événement aux organisations québécoises, le besoin de développer un réflexe de penser aux francophones, d'ailleurs au Canada, quand on parle de francophonie à l'extérieur du Québec, parce que le réflexe est plutôt tourné vers l'international, n'est-ce pas? La France, la Suisse, la Belgique, l'Afrique. Et n'ayez crainte, on a l'intention de sortir du Québec éventuellement. Donc, je continue. Les grands objectifs de mobilisation franco. Alors, donner de l'élan à des projets qui sont soit en cours ou qui sont juste pour le moment des idées qui vont permettre de renforcer les liens entre les francophones du Canada qui vivent en milieu minoritaire et le Québec. Ça permet de rencontrer des partenaires en personne. On connaît, là, après une couple d'années où on n'a pas pu se rencontrer, ça permet de créer des liens un peu plus forts. Ça permet aussi d'accroître les connaissances mutuelles, de favoriser le réseautage, le partage d'expertise. Puis là, on en a vu beaucoup là, au cours des 3 premières années. Je vais vous en parler un petit peu après. Et bien sûr, de promouvoir et valoriser l'usage de la langue française. Alors, pourquoi participer? Il y a en gros 4 raisons principales, puis ça fait partie aussi du questionnaire, pas du questionnaire, du formulaire quand les gens répondent à l'appel d'intérêt. Alors, soit vous souhaitez en apprendre sur le réseau des organisations du Québec, si vous venez de la francophonie canadienne, ou l'inverse, et vous voulez explorer les possibilités de collaboration. Ou vous avez déjà une idée ou un projet, mais vous avez besoin de l'approfondir, ou peut-être que vous n'avez pas encore trouvé un partenaire, puis là, nous, on vient en aide à ce niveau-là. C'est très possible que vous ayez déjà un projet, que vous avez un ou plusieurs partenaires, puis vous aimeriez approfondir la démarche, trouver des appuis supplémentaires, faire une rencontre en présentiel. Des fois, ça aide à faire bouger les choses. Ou encore, le quatrième point, c'est que vous aimeriez réfléchir aux grands enjeux et aux actions à entreprendre pour protéger, promouvoir la langue française avec la perspective québécoise et la perspective des communautés francophones et acadiennes, tout le monde ensemble. Je vous donne un petit peu une idée du déroulement pour ceux qui n'ont jamais participé. Nous avons l'intention d'avoir une programmation sur une journée et demie. Donc, l'intention, c'est de débuter après l'heure du dîner le lundi 12 mai. Ça se poursuit jusqu'au lendemain en fin de journée. On aura une conférence, réception d'ouverture, des plénières, des panels d'experts, des ateliers. Bien sûr, les rencontres de vis-à-vis, là, qui sont le nerf de la guerre, on les appelle comme ça, les rencontres de partenaires où les gens viennent à des moments précis, en tête à tête, se parler. On ajoute cette année, parce qu'on on a eu la demande du réseautage plus informel, parce qu'à date, c'est nous qui créons les rencontres. Mais il y aura une façon, grâce à notre app, d'aller voir qui est là, puis qui vous ne rencontrez pas, mais que vous aimeriez rencontrer, puis trouver un moment pour le faire. Et on ajoute aussi cette année des tables stratégiques de discussion sur des sujets là, très précis qui seront choisis dans les prochaines semaines. Je ne peux pas vous dire que la programmation est ficelée à ce moment-ci. On commence à travailler là-dessus. Alors, comment participer? Bon, ben, devez répondre à l'appel d'intérêt. En fait, il y a 2, même 3 façons de participer, mais la façon la plus évidente, c'est de répondre à l'appel d'intérêt qui a lieu jusqu'au 20 janvier. Là, on est gentil, on vous donne un bon 2 semaines au retour des vacances. Et puis là, je vais juste aller sur ici l'appel d'intérêt. Alors, vous pourrez prendre note de ce qui est mentionné et le formulaire se trouve ici. Alors, très simple, il faut bien sûr être au Canada pour pouvoir participer. Alors, si les gens répondent non, ça s'arrête là. Donc, l'identification. Puis ici, vous allez voir les 4 options de participation, ce qui correspond à votre cheminement. Puis, selon ce que vous répondez, là, vous allez avoir des questions à répondre. Et tout simplement, nous envoyer ça, c'est très, très, très simple. Alors, je reviens à la présentation. Je voulais juste faire un petit retour rapidement sur les éditions précédentes. Vous voyez des belles photos de nos 3 premières éditions. Quelques faits saillants. Donc, on a répertorié plus de 240 participants qui provenaient de plus de 200 organisations au cours des 3 premières années. On a facilité la rencontre en fait, 150 rencontres de vis-à-vis entre organisations québécoises et leurs pendants dans d'autres provinces et territoires. On a
eu des ateliers de discussion pour apprendre à se connaître parce qu'on ne se parle pas tellement. On essaie d'abolir les silos. On a une belle représentativité géographique pan-canadienne. Il y a juste le Nunavut à date qui n'a pas participé. Je pense qu'il y a quelqu'un du Nunavut sur l'appel et on espère bien les accueillir cette année. Nous avons une représentation de nombreux secteurs. Là, on parle en éducation de la petite enfance jusqu'à la recherche, en passant par les directions d'école, dans le domaine tous les domaines de la culture. On va en entendre parler tout à l'heure avec Jean-Benoît et Alexandre qui sont de ce domaine-là. L'économie, la jeunesse, le tourisme, la santé mentale, etc., etc. Et j'ai personnellement répertorié une cinquantaine de projets là, qui ont découlé ou qui ont été une conséquence là, d'une participation à Mobilisation Franco, dont 3 nouveaux. Fait que là, je pourrais dire 53 plus parce que j'en ai découvert 3 nouveaux depuis la semaine dernière. Alors, sur ce, je vais passer la parole à Jean-Benoît et Alexandre pour nous parler de leur expérience de participation à Mobilisation Franco. Jean-Benoît a participé à la dernière édition cette année. Alexandre est un fidèle. Il est venu en 2023-2024. Alors, je te passe la parole, Jean-Benoît. Merci. Bon, vous m'entendez bien? Le son est bon? Excellent. Ben, écoutez, j'ai pensé vous parler, vous témoigner en 2 temps de mon expérience à l'édition 2024. Peut-être un mot d'abord sur l'organisation comme telle, puis ensuite je reviendrai sur l'incidence de ma participation sur nos activités ou sur nos projets. Je dois dire que j'ai été vraiment très, très impressionné par la qualité et le professionnalisme de l'organisation. Lynn a préservé la petite blague, mais évidemment, quand on m'a interpellé au départ, ça tombait dans une des semaines, pour la petite anecdote, ça tombait dans une des semaines les plus chargées de mon année. Et donc, j'essaie de le faire rentrer, tout ça. Puis Lynn m'a bien expliqué là, la nature de l'événement. Et évidemment, à la fin de l'événement, j'ai dit, mon Dieu, Lynn, tu as tellement bien fait parce que j'aurais été très malheureux de passer à côté. Et donc, tout ça pour dire que dans un premier temps, l'organisation est au quart de tour. J'ai été très impressionné par ça. Ensuite, ben, c'est la richesse des participants qui fait la différence. Je vous dirais, une autre anecdote, on était dans une table ronde à un moment donné ou un atelier là, en privé. Et juste faire le tour de table au début de l'activité, à un moment donné, il a fallu se recentrer puis dire, écoutez, on a un contenu à aborder parce que la richesse des gens qui étaient autour de la table, juste la présentation de ce que chacun faisait, suscitait tellement de questions et d'échanges que c'était assez incroyable. Et j'en profite pour dire aussi que les plénières, tout au long de l'événement, assurément, c'est parmi les plus riches que j'ai vus depuis très longtemps. Je trouvais qu'il y avait une qualité au niveau du contenu puis de l'engagement des gens qui étaient là. Parce qu'il faut le dire, des fois, on va à d'autres événements, c'est un peu plus mou, c'est un peu plus... et là, c'était vraiment que la qualité la plus grande. C'est un événement aussi, on peut s'inspirer. Je dirais qu'on avait un cas à un moment donné où on nous rappelait le succès de Coup de cœur francophone, qui est un événement qui est de type festival en chanson, qui dure depuis des années. Puis quand on essaie parfois d'orienter ses objectifs, c'est toujours inspirant aussi d'avoir des exemples qui nous sont présentés. Euh, L'incidence sur nos activités, je prends le temps d'expliquer un petit peu ce que l'on fait. Je suis directeur d'une coopérative de librairies indépendantes au Québec essentiellement, et nous avons quelques librairies dans les Maritimes, une au Manitoba, puis quelques-unes en Ontario. Et donc, je vous dirais qu'on était, quand j'ai participé au seuil d'un projet d'expansion canadienne de nos activités, ça inclut effectivement d'inclure aussi les librairies indépendantes du Canada anglais, mais vous me direz, bon, on parle du sommet franco, c'est qu'il y a un appétit pour la littérature francophone dans d'autres provinces où il n'y a pas tant de librairies francophones. Donc, il y a aussi une circulation du livre dans les 2 langues officielles qui est dans nos plans. Donc, évidemment, vous comprenez qu'avoir été mis en contact avec des intervenants, j'avais des rencontres, par exemple, avec la présidente du regroupement des écrivains de l'Ouest et du Nord, euh, la coordonnatrice du réseau culturel francophone de Terre-Neuve et Labrador. Donc, c'est une façon de prendre le pouls. Si on bâtit des projets comme ça, on n'a pas nécessairement le temps de faire le tour des territoires et des provinces, mais là, en un événement, on rassemble des gens qui sont pertinents et qui viennent alimenter, éclairer notre réflexion. Ça n'a pas toujours une incidence tout de suite après, mais ça oriente globalement le pouls qu'on peut prendre des communautés. Je reviens aussi sur la diversité des participants. Lynn l'a dit tout à l'heure, il y avait des gens dans la reprise d'entreprise, des communautés LGBTQ, du milieu de l'éducation. Donc, c'est excessivement riche.
Des fois, on est dans des activités qui sont propres à notre secteur, par exemple le livre ou la culture. Là, c'est vraiment transversal, je dirais. Euh, Peut-être un des points les plus forts, c'est qu'évidemment, on ressort de tout ça avec une conviction qui est incroyable, puis un sens de l'engagement de vouloir mettre notre service aussi à contribution dans la progression de la cause, là, entre guillemets. Et ben, de façon concrète, Alexandre, dans tous ses projets, exploite une librairie. On s'était déjà parlé auparavant, mais je dirais que là, le fait de se rencontrer face à face, on nous a permis d'approfondir un petit peu plus là, sa réalité, la nôtre. On a des critères d'adhésion, comment se rejoindre là-dedans. Écoutez, c'est sans aucun doute que je recommande chaudement la participation à l'événement. Et je vais continuer. Effectivement, ben, c'était l'année dernière, une belle rencontre avec Jean-Benoît. Pour moi, je suis directeur de la Société historique de la Saskatchewan, mais on gère effectivement une librairie, une boutique à Saskatoon. Et aussi, je pilote aussi un immense projet d'infrastructure en Saskatchewan également, fait très multisectoriel. Et pour ma situation, on a aussi un gros un soutien du ministère de l'Éducation dans la province. Donc, on a une section. On intervient dans le milieu scolaire depuis de très nombreuses années déjà, donc l'expertise est aussi là. Fait que quand on développe des projets, on va souvent chercher pour ma situation, des expertises qui sont très variées et pas uniquement en histoire, peut-être liées aux sciences sociales, on va amener ça ou en littérature, en culture. Mais ça peut être très diversifié parce que l'histoire intervient aussi en tourisme. Alors, quand la première fois j'avais vu Mobilisation, ben déjà, qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là? Mais l'idée était d'être réconforté, que la FCFA était dans le projet, le Centre de la francophonie des Amériques était dans le projet. C'est quand même deux organisations extrêmement importantes dans le milieu francophone au Canada. Et l'idée en sortie de pandémie de pouvoir se rencontrer et d'émulsifier plein d'idées. En fait, c'est ça qui m'intéressait beaucoup. On participe à beaucoup d'événements. On a beaucoup de conférences qui sont très, très ciblées. On intervient uniquement de manière sectorielle, mais il n'y a pas très peu, voire pas d'opportunités pour juste générer des idées, rencontrer des personnes qu'on ne rencontrerait pas naturellement dans notre secteur d'intervention. Et c'est ça que ça m'a permis d'avoir au niveau de Mobilisation Franco. Je l'ai fait de la deuxième et la troisième édition. Probablement que je ferai la quatrième, la cinquième et toutes les autres éditions dans lesquelles je peux participer. C'est des journées très, très riches. On nous pousse à aller rencontrer les gens. On n'est pas, pour ceux qui sont plus timides ou réservés, parce qu'on est tous un petit peu timides et réservés, c'est pas évident de rencontrer des inconnus et on est entouré d'inconnus pour la plupart. Moi, je viens de la Saskatchewan, donc mon réseau au Québec est très limité. Et c'est ça qui est intéressant. J'ai pu rencontrer des personnes au collège en éducation, j'ai pu rencontrer des personnes en entrepreneuriat. Et à chaque fois de ces rencontres-là, j'ai pu faire des liens avec des activités qu'on donnait. Ça a donné au début, les premières fois qu'on a eu un intérêt pour Mobilisation, c'était pour rencontrer, pour nous, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, entre autres. Cette rencontre-là a mené à des projets, mène encore à des développements, des relations et des services avec qui on travaille. Mais on a rencontré un autre groupe on n'était pas censé rencontrer, par exemple DJ Hub, qui est une société qui travaille dans le privé, mais qui est une coopérative à Shawinigan. Et là, ça a mené à un nouveau projet qu'on continue, maintenant un autre nouveau projet qui continue. Donc, vous voyez, les petits ont continué comme ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'on n'était pas du tout liés à se rencontrer. C'est la personne de Shawinigan qui, elle, a dit, tiens, je travaille dans le milieu patrimonial et j'ai plusieurs participants qui m'intéressent là-dedans. Et c'est tout le temps comme ça que ça se passe, que vous allez recevoir en fait une liste des participants et là aussi, vous allez vouloir les rencontrer de manière également informelle. Et Lynn, que je l'appelle la petite fée, là, elle l'a retenue, là, mais elle va faire ces liens-là et vous proposer des liens également. Donc ça, c'est plutôt intéressant à remarquer. D'autres aspects que j'ai pu rencontrer dans le milieu entrepreneuriat, c'était au début du développement de la boutique, la librairie. Ça m'a donné beaucoup d'idées et des liens dans lesquels on peut faire, que ce soit plus tard après avec Jean-Benoît ou avec d'autres structures. L'autre aspect, ben, le côté énergisant, c'est ça. Moi, ça me donnait beaucoup de ressources d'énergie à me dire, je repars avec un immense catalogue de potentiel et de pouvoir échanger avec le Québec. Donc ça, c'est l'autre aspect qui, moi, m'intéressait particulièrement bien. C'est le côté, en termes de francophonie canadienne, le Québec a des capacités, des ressources que c'est difficile de comparer pour nous au niveau de la minorité. Donc, c'est de pouvoir échanger des compétences et utiliser ces compétences qu'ils peuvent avoir, des ressources qu'ils peuvent avoir. C'est pas forcément financier, ça peut être des intelligences qu'ils ont développées et de pouvoir les transférer, les faire grandir.
On en discute avec Jean-Benoît pour les libraires, par exemple, .ca, mais on travaille avec, pour nous, lavoûte.tv, qui est un projet du Québec pour les archives privées du Québec, qui maintenant s'étend. On a adhéré à ça. Il y a d'autres projets, là. Ça allait même jusqu'à développer des savons au travers les contes et légendes, des thématiques et du terroir purement françaiscois. Donc ça, c'est des choses qui sont permises par le projet. Quand on a une idée, vous avez une idée, vous avez peut-être un partenaire, mais juste de discuter, juste avec un partenaire, soumettez l'idée. C'est vraiment cet aspect-là, parce que vous allez voir, c'est pas une personne que vous allez rencontrer, mais c'est une multitude de possibilités qui va s'ouvrir à vous. Donc le côté créatif va venir à vous. Il n'y aura même presque pas besoin de créer là, par rapport à ça. Donc c'est ça qui moi m'a intéressé et je dis souvent, c'est un des seuls, pour l'instant, à ma connaissance, c'est le seul événement qui permet de faire grandir la créativité via les rencontres de la francophonie canadienne. Ça, c'est vraiment intéressant. Super, merci. Merci à vous deux pour vos témoignages. C'est super. Ça fait plaisir à entendre, en fait. Il me restait une slide à présenter, mais dans le fond, je vais juste vous en parler. C'est les prochaines étapes. Puis j'ai omis quelque chose. J'ai parlé qu'il y avait plus d'une façon de participer à Mobilisation Franco, fait que je vais revenir là-dessus. Donc, dans ce moment, on a lancé l'appel d'intérêt et l'appel à proposition d'atelier. On en parle moins ici, mais c'est une nouveauté cette année. Donc, on attend des appels pour des réponses aux 2 appels. Il y aura ensuite le comité de sélection qui va choisir les gens c'est sûr qu'on a certains critères là, au niveau de la pertinence, de la faisabilité, de l'impact des différents projets proposés ou des idées. Le comité de sélection se fera à la fin janvier. Puis ensuite, là, c'est le travail de démarchage, de trouver les partenaires s'ils ne sont pas nommés, parce que ça, c'est l'autre façon de participer. Jean-Benoît en est un exemple. On avait des gens du milieu littéraire qui voulaient venir à Mobilisation Franco, justement de l'Ouest, l'autre de Terre-Neuve, qui voulaient rencontrer des acteurs du milieu littéraire au Québec. Alors, on a, avec nos collègues du Centre de la francophonie des Amériques, on a fait du démarchage. Jean-Benoît les connaît bien, donc c'est un peu comme ça que ça aboutit, mais c'est beaucoup comme ça. On découvre, on ferait des recherches, on découvre des organisations qui œuvrent dans votre domaine, puis on fait appel à eux, puis c'est incroyable la réponse qu'on a là. Je pense que si on s'est fait dire non une ou deux fois, c'est un problème de conflit d'horaire et non pas un problème d'intérêt et de volonté. Donc, tout ça va se dérouler au mois de février-mars. Les inscriptions vont débuter au mois de mars et éventuellement, l'événement aura lieu le 12 et 13 mai. Alors, voilà, on va ouvrir les questions. Il y en a déjà une qui a été posée dans le Q&A. Est-ce qu'une personne peut représenter plus d'un organisme francophone? Oui, tout à fait. Il n'y a aucun enjeu, ça a déjà arrivé. Ça arrive des fois que les gens ont 2 chapeaux, puis on n'empêchera pas une personne de venir pour cette raison-là. Alors voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, combien coûte la participation aux 2 journées? Effectivement, il y a des frais d'inscription. Le budget n'est pas illimité. L'année dernière, les frais étaient à 275 On espère rester dans ces eaux-là cette année, n'est-ce pas, Aude? Et bon, il y a aussi une question qui est demandée lorsque les gens ont été acceptés dans le projet, s'ils ont besoin de soutien financier pour participer à l'événement. Il y a aussi des balises à ce niveau-là, mais oui, on offre du soutien financier pour le déplacement, pour les nuitées à l'hôtel, mais les frais d'inscription demeurent obligatoires. C'est une question de s'assurer qu'on a un taux de participation d'à peu près 100% une fois que les gens sont inscrits, à part s'ils tombent malades. Et puis, je pense que le fait qu'on ait défrayé un certain montant aide à ce niveau-là. Donc voilà, comment les rencontres en organisme sont-elles organisées? Est-ce une foire? Est-ce que vous effectuez un jumelage déterminé d'avance? Est-ce à nous d'échanger avec les organismes qui nous intéressent? Bon, tout d'abord, nous organisons du jumelage parce qu'une organisation comme celle d'Alexandre qui a répondu à l'appel, qui nous précisément mentionné en 2003 qu'il voulait rencontrer BANQ, ben, on est allé chercher BANQ. Ben, je t'ai déjà parlé, eux autres, c'était quand même assez facile. Parfois, c'est plus compliqué, mais il y a du jumelage qui se fait, du maillage
dès que un projet ou une réponse à l'appel d'intérêt a passé le comité de sélection, c'est qu'on voit du potentiel, puis qu'il y a des organisations à aller chercher, puis on organise ces rencontres-là. Pendant l'événement, il y a 2 moments privilégiés de rencontres de partenaires. Et cette année, pas cette année, l'année prochaine, on ajoute ce qu'on appelle le maillage informel, le réseautage informel. Ça sera possible de le faire à travers une plateforme là, sur votre téléphone, là, un app en fait. Donc, il y a un mélange des deux. Est-ce qu'on peut recevoir les diapos ou l'enregistrement pour faire suivre au comité de francisation? Oui, bien sûr, Julie, je vais communiquer avec toi, voir qu'est-ce qui est le mieux pour tes besoins. Parce que j'ai aussi une petite trousse de promotion là, qui peut être fournie là, pour partager dans vos réseaux. Là, il y en a d'entre vous qui feront partie d'un réseau provincial ou territorial, par exemple. N'hésitez pas à communiquer avec moi à ce niveau-là. Attendez, il y a d'autres questions, il y a d'autres questions. J'aimerais appliquer pour offrir un atelier. Est-ce que vous acceptez les têtes d'entreprise? Bon, on est ouvert à tout. Ça aussi, ça va passer à travers un comité de sélection avec des critères assez précis de ce qu'on recherche. Dans le fond, nous, on recherche des ateliers qui vont faciliter le rapprochement, l'ouverture à l'autre, la connaissance mutuelle dans ces eaux-là. On reste toujours dans la mobilisation. Est-ce qu'il y a un coût d'inscription pour les organismes qui souhaitent offrir un atelier? Ben non, si vous venez juste offrir un atelier, c'est un petit peu différent. C'est si vous participez à l'événement et offrez un atelier, oui. Participation à l'événement, il y a un coût d'inscription. Donner un atelier, il y a peut-être aussi un cachet possible. C'est à voir. Est-ce qu'une organisation avec plusieurs départements peut envoyer une personne par département? Normalement, la règle, puis là, on parle souvent en francophonie canadienne d'assez petites organisations, c'est que on peut venir à plus qu'un, mais nous, on finance le déplacement d'une seule personne. Alors, les autres personnes sont aux frais de l'organisation. L'année passée, on a eu 2 personnes qui sont venues de la même organisation, mais dans 2 domaines complètement différents, 2 projets qui n'avaient rien à voir, qui ont rencontré des partenaires différents et on a financé la venue de ces 2 personnes-là. C'est un peu, comment je dirais, Aude, selon le cas. On n'est pas si gros que ça, là. On a accueilli l'année dernière à peu près 107 participants. On pense qu'on va grossir encore un petit peu cette année, mais on n'est pas à 1000 participants où c'est ingérable tout ça. Il y a d'autres moyens de financer la participation de plusieurs personnes dans une même organisation. On a eu le cas avec Franco Queer de l'Ouest l'an passé. Ils sont venus à 5, mais nous, on a pris en charge un participant. Puis le reste de l'équipe avait fait une demande au programme d'appui à la francophonie canadienne pour venir participer à Mobilisation Franco. Puis ils avaient fait d'autres rencontres après sur Montréal pour d'autres thématiques. Donc, il y a des moyens aussi de s'arranger. Bon, je vois une question de Madame Bess qui a déjà participé à notre événement, qui demande si on peut reparticiper à l'événement. Oui, c'est absolument pas interdit. Généralement, on veut qu'on vienne avec un projet, une idée nouvelle, un nouveau partenaire, quelque chose qui s'ajoute. Il y a peut-être aussi des enjeux au niveau du financement pour les déplacements si on revient à répétition, parce qu'on veut pas que ce soit toujours la même personne, mais c'est absolument pas interdit de revenir, au contraire. Alexandre peut en témoigner. Oui, je l'ai fait. C'est vrai que la première année, j'étais tout vert. Donc, il y avait un projet en tête, évidemment, ou même plusieurs, peut-être, là, mais la deuxième année, je revenais aussi en tant qu'intervenant également, donc à la fois en tant que participant et aussi intervenant. Donc, j'ai pu présenter des projets bénéfiques. Ça, c'est l'aspect contributif que je pense que les participants peuvent y penser. C'est-à-dire qu'ils viennent prendre ou profiter du réseautage, mais aussi de contribuer, de rendre ça vivant et peut-être les années futures de démontrer que des projets sont nés. Peut-être pas le projet pour lequel vous avez participé, mais d'autres projets qui sont nés de ça. Et ça donne le goût de continuer. Vous voyez ce que je veux dire? Comme une bête, une grande, peut-être pas une bête, mais une créature qui grandit et qui se nourrit d'elle-même, en fait, parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire un bel événement aussi. OK, merci, merci. Il y a d'autres questions. Est-ce que les organisations francophones en situation minoritaire qui œuvrent dans l'immigration peuvent participer? Absolument. Puis d'ailleurs, on va se pointer une certaine tendance vers l'immigration. C'est un sujet de l'heure, n'est-ce pas? Alors, absolument, oui, vous pouvez appliquer pour une participation. Alexa Love-Tremblay, nous cherchons à aider les gens en besoin de francisation. Est-ce que vous croyez que cet événement serait pertinent pour nous ou est-ce plutôt pour des gens qui parlent déjà français?
Ben, si vous êtes une organisation francophone qui œuvre à la francisation, que vous êtes au Québec ou ailleurs, tu sais, il y a peut-être des partenaires à trouver, des ressources à partager, des expertises. Alors, c'est pas, là non plus, c'est pas été interdit, là. C'est sûr que les gens qui parlent pas français, déjà, ne pourront pas l'événement pour eux, là. Mais pour les gens qui les aident à se franciser, définitivement, il y a du potentiel. D'ailleurs, on en a eu, là. On a eu des gens de Canadian Parents for French. C'est pas de la francisation, c'est de l'immersion, mais les représentants de ces organisations-là sont déjà venus. C'est juste un exemple. Alors, je vois une question de Mégane qui était à notre édition cette année. Pouvons-nous proposer un projet similaire à celui que nous avions proposé pour notre participation à l'édition 2024, si c'est un projet qui est toujours en développement et où il faut que ce soit un nouveau projet? Aude? Là, ça va être du cas par cas. Ça peut être un projet qui évolue parce qu'on sait que parfois c'est long de développer un projet conjoint. Donc, non, il n'y a pas de limite. Après, nous, on en discute au comité de sélection. On fait des rencontres aussi après avec les organismes. Donc, ça va être du cas par cas. Mais s'il y a vraiment une volonté de poursuivre, non, moi, j'encourage. Ouais. J'encourage, ouais. Ben, bien étoffer la réponse à l'appel pour nous faire comprendre pourquoi vous avez besoin de revenir. Je pense que c'est ça que je dirais pour que ça puisse passer le comité de sélection. Une autre question, faut-il être sélectionné pour participer ou bien notre participation est automatique si on paie nos frais d'inscription? Non, 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 c'est sur invitation, c'est vraiment sur invitation. Donc, les gens qui ont été sélectionnés et les gens qui sont nommés, c'est à peu près ça. Cette année, on ouvre un volet réseautage. Il y a des gens qui pourront venir simplement pour le réseautage parce qu'ils sont peut-être pas au niveau, tu sais, sont un plus haut niveau, des organismes porte-parole, par exemple, mais qui veulent être là pour avoir l'occasion de réseauter avec les organisations québécoises. C'est plus des gens de la francophonie canadienne dans ces cas-là, je pense. Mais non, il faut être invité. Là. Assurez-vous, ben, la meilleure façon, c'est en premier de répondre à l'appel, parce que si vous attendez d'être nommé, c'est peut-être moins garanti, là, on ne le sait pas. Voilà. OK. Simon, une question de Simon. Est-ce que ces rencontres peuvent être intéressantes pour un organisme qui crée des spectacles de théâtre? Ben, si vous avez besoin de vous trouver un partenaire, si vous êtes au Québec, que vous voulez trouver un partenaire en francophonie canadienne, il y en a là, des compagnies de théâtre super intéressantes. Là. Donc, oui, c'est pas exclu, absolument pas. Une question de Marianne Lefebvre. Oui, je vais également prendre la trousse. Ah, OK, très bien, c'est noté. Oui, mais Amel, je prends note aussi. Je vais vous envoyer la présentation, peut-être aussi la trousse tant qu'à faire. Alors, Nicolas Chebroux, votre question. Mon organisme communautaire spécialisé en résilience aux catastrophes partage déjà ses outils et activités de préparation dans la francophonie hors Canada. Pensez-vous que cela peut intéresser des organismes communautaires de la francophonie canadienne hors Québec? Bien, soumettez votre projet. Parce que résilience aux catastrophes, moi j'ai habité 25 ans en Colombie-Britannique, on avait toujours peur du prochain tremblement de terre qui allait nous tomber dessus. Donc oui, je pense qu'il pourrait y avoir de l'intérêt. Ça vaut la peine. T'es d'accord, Aude? Oui, oui, oui. Surtout avec les histoires de feux de forêt et tout ce qui existe aujourd'hui aussi dans le... ouais. Alors, une question anonyme. Bonjour, après l'événement, attendez-vous quelque chose de la part de l'organisme participante? On n'attend pas de rapport. Par contre, on envoie un sondage. On envoie évidemment un sondage de fin d'événement, mais on envoie un sondage de suivi à chaque année pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Normalement, plus vers l'automne. Et puis, on aime bien que les gens nous répondent, nous disent depuis Mobilisation Franco, voici ce qui s'est passé. Là, je vous disais tantôt qu'on avait répertorié une 50aine de projets. C'est grâce à ce sondage. Puis, la semaine passée, j'ai eu connaissance de 3 nouveaux projets de gens qui n'ont pas répondu au sondage. Donc, c'est un peu ça. Tenez-nous au courant. Nous aussi, on fait des suivis à l'année longue. On écrit aux gens, est-ce que vous avez besoin d'aide pour faire repartir votre projet si s'il n'y a rien qui se passe? Puis, on offre du soutien. C'est un de nos rôles au Bureau de Québec. Prochaine question d'Angèle. Lorsque nous effectuons la soumission de notre candidature, devrons-nous recevoir un courriel de confirmation? Oui, vous allez recevoir un courriel de confirmation, c'est automatisé. Puis vous allez ensuite avoir une réponse d'ici, je dirais, la mi-février au plus tard. Donc, Mélissa, je prends note que vous voulez la trousse. OK. Dorine aussi. Oui. Question de Rémi Marien. Est-ce que le secteur postsecondaire est un des secteurs généralement représentés et engagés dans les discussions activités?
Ben, vous savez qu'on s'en va à l'Université de Montréal cette année, donc la réponse est définitivement oui. Ça varie selon les années. Je me souviens que la première année, en 2022, il y avait beaucoup de représentation d'organisations postsecondaires, en partie parce que la CFAS lançait un projet de recherche en français, puis voulait rencontrer les acteurs en francophonie canadienne. Fait qu'on avait facilité ça. Ça avait aussi grandement aidé que la CFAS avait son congrès, bien qu'en même temps que nous, dans la même ville. Cette année, on fait mieux. On se greffe à l'ACFAS. Donc, l'ACFAS aura son congrès du 5 au 9 mai et nous, on sera la semaine suivante, là, tout de suite après la fin de semaine. Donc, définitivement, oui à votre question, M. Marien. Oui, Angèle, j'ai reçu 2 fois token. J'ai bien reçu votre candidature. C'est très bien. Je pense que c'était notre dernière question. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous aviez beaucoup de questions. C'est fantastique. Et puis, ben, on va conclure là-dessus. S'il y a quoi que ce soit, vous avez besoin de poser d'autres questions, je reste à votre disponibilité. fcfa.québec@fcfa.ca. Je vais l'écrire aussi, tiens, tant qu'à faire. CFA. Il y a aussi mobilisation à fcfa.ca. Ça fonctionne aussi. Voilà. Alors, sur ce, je vais remercier tout le monde. Merci, Alexandre, Jean-Benoît, Emmanuel, Aude aussi. Et écoutez, on attend vos réponses. Et puis, sur ce, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et on aura l'occasion probablement d'échanger si vous répondez à l'appel dans la nouvelle année. Merci. Merci pour Merci. l'invitation Et à vous. aujourd'hui.